C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux sur Afro-Web TV chaque samedi pour le débat qui nous intéresse et surtout des sujets qui vous intéressent. Et nous recevons pour vous et chez vous professeur Pinipini et monsieur Koutoglo Classio par Duplex en Europe et aux États-Unis. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Merci à vous tous qui essaient également de partager cette émission avec les uns les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube sur Afro-Web TV, allez-y, augmentez le mercure et merci également de nous envoyer vos suggestions, vos points de vue sur le +1 319 462 89 79 le 20 décembre prochain. Donc nous aurons probablement 25 candidats aux élections présidentielles. Ils se sont lancés donc le 19 novembre dernier pour une campagne électorale d'1 mois en République démocratique du Congo dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'est de l'immense pays. Alors aujourd'hui, on en discute avec nos invités de ce jour et nous avons probablement une vingtaine de minutes pour en discuter avec eux. Vous pouvez vous aussi contribuer si vous le voulez sur le numéro affiché à votre écran. Monsieur professeur Pinipini, vous êtes de nationalité congolaise, vous vous sentez interpellé par ce genre de débat et dites-nous votre première impression à chaud par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a l'opposition également qui fait une conférence, une partie de l'opposition qui fait une conférence de presse pour dire que les choses ne vont pas bien. Ils ne savent même pas donc la liste des électeurs en ce moment, contrairement à ce que dit la CENI. Quelles sont vos réactions, professeur Pinipini? Oui, d'abord, ce que moi je trouve qui est réjouissant, c'est du fait que il y aura plusieurs élections ce jour-là, y compris les municipales, parce que depuis, je crois depuis maintenant une quarantaine, voire même une cinquantaine d'années, il n'y a plus jamais eu d'élections au niveau des municipales. Cette fois, elles vont avoir lieu. Et ça me réjouit beaucoup. J'espère que, bon, c'est un début. Peut-être que ça ira petit à petit, comme ça, des véritables parce que si la base n'est pas administrée convenablement, comment voulez-vous que les restes puissent l'être? Donc, il faut commencer par la base, commencer par ce qui est là où vivent les gens, bien organiser cela pour que les restes puissent être équilibrés. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, par rapport à l'élection, disons à la campagne comme telle qui a été, qui a débuté, la première, disons, une des choses qu'il faut déjà quand même remarquer dans cette campagne, c'est que l'opposition a raté un peu le coche, comme on peut dire, parce que elle s'est allée se réunir à 2 jours du début de la campagne en Afrique du Sud pour dégager une candidature commune. Évidemment, comme il fallait s'y attendre, avec un tel délai, c'était pas possible. Et donc, il n'y a pas eu de candidature commune, si bien que ben là, chacun y va de son côté. Évidemment, c'est du pain béni pour le pouvoir, évidemment, c'est clair. Mais en plus de cela, par rapport à cette opposition, moi j'avais déjà dit que il y avait beaucoup de curiosité dans ce qui se passait. Déjà, le docteur Mukwege, moi, il m'étonne, il m'a étonné du fait que c'est un homme quand même bien réfléchi, qui a une grande notoriété au niveau mondial. Donc, il aurait pu quand même analyser d'une façon très sérieuse la situation pour prendre une décision qui devait être une véritable décision et pas la prendre à la veille des élections, parce que c'est à 1 mois, d'ailleurs presque, au moment où, oui, un peu plus d'1 mois du début de la campagne, qu'il a annoncé son intention de se présenter à la magistrature suprême. Je trouvais que c'était quand même, c'était pas sérieux, parce que comment voulez-vous à ce moment-là rallier le pays entier, rallier tout l'électorat à votre cause quand vous ne vous prononcez qu'à quelques jours dans un pays aussi vaste dont les moyens de déplacement ne sont pas aussi certains, alors que vous n'avez pas eu le temps d'aller voir les gens, de parler avec eux, et vous allez dégager un programme soi-disant de développement du pays que vous concoctez vous-même sans avoir consulté qui que ce soit.
parmi le peuple. Alors comment voulez-vous à ce moment-là que les gens puissent vous suivre? Donc pour moi, c'est déjà par rapport à lui, mais c'est pareil. Moïse Katumbi, sur qui beaucoup de gens comptent, bon, je crois qu'il est bien accepté dans l'est du pays parce qu'il se sent à l'aise. Là-bas, tout le monde parle la langue du pays. Et les gens... Mais le problème, c'est pas que l'est. Il faut aussi convaincre à l'ouest. Il faut convaincre également au centre. Il faut convaincre également au nord du pays où il n'a pas, où il n'est pas si implanté que ça. Parce que lui était déjà avec le président Félix Tshisekedi. À un moment donné, ils ont travaillé ensemble, je crois, pendant 3 années. Et puis maintenant, à 2 ans de la fin de l'échéance de leur mandat, ils se démarquent pour revendiquer un rôle à jouer en tant que prochain président. Mais fallait le faire déjà avant, parce que maintenant, il a quand même une partie, disons, du bilan actuel du président et il porte le poids de cela, malgré cela. Donc, et le troisième dans la série, c'est Martin Fayoulou, qui d'abord lui-même avait étonné au moment où on devait commencer les inscriptions pour cette campagne. Il a dit qu'il n'allait pas postuler. Et puis, 2 semaines après, il se ravise pour dire non, il va quand même postuler. Mais ça fait aussi déjà pas sérieux parce que, entre-temps, ces hommes à lui qui devaient postuler à tous les autres niveaux, tous les autres échelons, notamment provincial, disons, au niveau des députés nationaux, députés provinciaux, et même dans les élections municipales, personne n'y a été parce qu'il avait donné mot d'ordre que personne n'y aille. Après, lui-même, il y va. Mais ça paraît aussi un peu curieux. Donc voilà, ils vont en ordre comme ça, tellement dispersés dans une ambiance qui est très, très curieuse pour des gens qui sont... Si bien que moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose de l'opposition. Je sais qu'ils ont laissé le terrain libre au président Tshisekedi de remplir. C'est à moins qu'il y ait quelque chose qui va se passer, j'espère moi, de l'ordre vraiment je ne sais pas de quel, que peut-être... mais sinon, le président Tshisekedi, je crois, ils lui ont laissé les terrains libres pour aller remplir pour un deuxième mandat. Monsieur Kotoglo-Klassio, êtes-vous de même avis que le terrain est assez libre pour le président Tshisekedi pour remporter les élections le 20 décembre prochain? Vous savez, je suis en train de suivre attentivement le cours des événements au Congo. Je vois une population qui, dans les rassemblements, tourne autour du numéro 3, c'est-à-dire Martin. Quand vous voyez l'affluence de la population autour de cet opposant, je suis en train de lire un peu, est-ce que quelque chose peut arriver? Mais pour le moment, on ne peut pas dire avec précision tout cela puisque le président qui est là, Tshisekedi, est en train de finir son premier mandat. Son arrivée à la tête de ce pays, il y a quelques changements notables qui ont été faits et le peuple adhère. Encore, il y a un atout pour ce président. Il faut le dire que le Congo est vaste et le président bénéficie toujours de l'aura de son père. Dans le Congo, les Congolais ont tellement confiance à son père qui a pris toute sa vie pour lutter pour un Congo libre. Donc nous regardons aussi derrière le président sortant cette bénédiction de son père qui le suit un peu partout, même s'il faut le dire qu'au cours de son exercice, il n'a pas eu tellement des résultats notables au niveau des rebelles qui sont en train de prendre le pays petit à petit. Nous regardons les opposants qui parlent de l'Afrique de l'Ouest, ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest, avec la montée en puissance militaire pour pouvoir éradiquer
totalement ces bandits qui sont en train de prendre petit à petit le Congo à cause de la richesse, certainement les mains de la France ou bien les mains de la France et des Occidentaux derrière. Donc, il y a un opposant qui est en train de proposer des solutions concrètes à la manière de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et nous voyons cet engouement de la population autour de cela. Maintenant, on va voir, le premier tour, vous avez constaté aussi la particularité de cette élection cette année, c'est qu'il y a plusieurs étapes, comme vient de le dire le professeur, il y aura la municipalité, il y aura tout ça là. Donc, nous allons observer attentivement le cours des événements et bon, on est très, très ravis que les Congolais choisiront celui qui peut diriger leur pays dans les 5 années à venir. L'opposition a-t-elle la même chance aujourd'hui lorsqu'on retrouve la crise à l'est du pays, du Congo, puisque le deuxième plus grand pays en Afrique, c'est le Congo. Est-ce que, en allant en rang dispersé, et surtout, il y a une question d'insécurité qui prévaut à l'est, est-ce que les choses se passeront en bonne et due forme, iront très très bien, professeur Pinipini, selon vous? Oui, comme je disais, déjà, pour parler d'abord du cycle ici qui est en place là, le cycle électoral, l'opposition a laissé le président Tshisekedi et enfin son régime verrouiller tous les systèmes électoraux. Justement parce qu'il était dans la distraction, ou justement parce qu'il était avec lui, notamment Katumbi était avec lui et Moudeni Moukouga ne s'en occupait pas. Et je pense Martin Fayoulou était sans moyens, peut-être, je sais pas, ou bien lui était aussi ne suivait pas tellement bien, parce que le président a imposé, d'abord, il a pu acheter la majorité parlementaire, celle qui était d'abord à l'ancien président, celle qui était pour l'ancien président Kabila, il a acheté et c'est devenu sa majorité à lui, au point que grâce à cette majorité-là, il a pu faire élire une loi électorale qui est plutôt favorable, qui lui est favorable, ça c'est un. Deuxièmement, il a mis à la tête de la CENI son homme à lui, et puis celui qui est là, Kadima, qui est quand même de son obédience. On dit que c'est un ancien de l'UDPS, il est aussi dans la même région que lui, tout ça. Ben, il a aussi mis au niveau du Conseil constitutionnel ceux qui devront valider les élections des hommes à lui. Donc, vous voyez que tout est verrouillé et l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer parce qu'ils l'ont laissé faire. Il fallait avant cela, c'est avant les élections qu'il aurait fallu tout faire pour que les choses se passent normalement. Maintenant, ils disent que effectivement les listes des électeurs ne sont pas encore affichées. Il fallait qu'elles le soient depuis un mois. Et ce n'est pas encore affiché. Mais la CENI s'en fout, elle continue. Elle ne va pas dire aller sur les sites, aller voir, etc. Donc, elle fait ce qu'elle veut parce que voilà, tout est verrouillé. Et c'est pour ça que j'ai dit que la chance que l'opposition aurait eue, c'est de partir d'une seule voix. Mais là, chacun est venu avec son ego, chacun veut être président. Mais si chacun veut être président, il n'y a qu'une seule place. On ne peut pas avoir plusieurs présidents à la fois. Donc, il n'y aura pas de président de leur côté parce qu'il n'y aura qu'un seul qui devra être président et pas 1000 à la fois. Oui, professeur. Combien? Êtes-vous en train de dire que le président Tshisekedi sera le vainqueur des prochaines élections le 20 décembre? Ben, tout laisse croire à cela. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il a cherché. Il a mis des choses en place pour que ça se passe ainsi. L'opposition ne l'a pas empêché. Donc maintenant, l'opposition va ici. L'opposition ne l'a pas. L'opposition, son rôle, c'est justement, c'est de s'opposer aux manœuvres politiciennes du régime en place pour essayer, pour peser, afin qu'il y ait un changement. Mais si vous ne vous opposez à rien pendant les 5 années,
qui sont passés, que tout s'est passé comme si de rien n'était, et que le régime a pu faire tout ce qu'il a voulu, et que maintenant vous venez pour aller nous disputer une place qu'il a déjà verrouillée. Comment allez-vous faire? Donc, j'ai dit, mais surtout qu'ils viennent en ordre dispersé. Si au moins ils s'étaient mis ensemble, dégager une seule personne, comme on a vu au Libéria, qui les représenterait tous, ou bien comme on a vu au Gabon, on voit que les choses, là, dans ces deux pays-là, les choses ont dû changer d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, si vous allez en ordre tellement dispersé, chacun voulant être président, et surtout sans s'être préparé sérieusement à cette fonction-là, et comment voulez-vous que les choses puissent... Donc moi, j'ai dit simplement, c'est une simple lecture objective en voyant les choses telles qu'elles se passent, non pas que dessus pour quelqu'un ou contre un autre. Mais j'ai dit, si on doit voir les choses objectivement, en voyant comment est-ce que les choses se mettent en place, ça donne tout l'air que ça se passera ainsi. J'ai dit, à moins que quelque chose d'autre, je ne sais pas laquelle, qui pourrait venir. À un moment donné, l'opposition avait espéré qu'il y aurait report des élections, ça ne se passerait pas le 20, mais peut-être s'il y a report, peut-être dans ce cas-là, oui. Mais si ça se passe, si les élections ont lieu le 20, je ne vois pas comment l'opposition va les gagner. Je ne vois pas. Alors, qu'adviendrait-il si, par exemple, d'autres candidats, disons, qu'il y a des presses écrites qui disent en ligne qu'il y a 3 autres candidats qui viennent de rejoindre et de se rallier à Moïse Katumbi. Monsieur Kutoglo Klasio, qu'adviendrait-il si le cas d'espèce se présentait? Oui, voilà, bon, il faut être objectif quand on parle à toute l'Afrique. La cacophonie dans la multiplicité de la candidature au niveau de l'opposition face au gouvernement il faut le dire, est une faiblesse constatée déjà au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, il faut le dire clair et net, quand vous voulez affronter, par exemple, un président qui maîtrise son système, il faut le minimum d'une union d'action pour pouvoir affronter le président. Comme vient de le dire le fils du milieu, qui maîtrise en détail les choses, il dit clairement que le président a verrouillé tous les systèmes et a mis ses hommes à la tête des institutions. Oui, on peut déverrouiller cela au cours d'une élection à travers le programme, à travers la sensibilisation, à travers le travail qui est fait, on peut déverrouiller. Ce qui est fait tout récemment, par exemple, au Libéria, c'est un président qui a organisé aussi les mêmes élections et il les a perdues. Cela peut se passer, mais que ce qui est fait au niveau de l'opposition au Libéria ne se constate pas au niveau de la classe de l'opposition au niveau du Congo. C'est-à-dire cette unicité d'action, ce bloc de l'opposition en face du système, c'est ça qui fait bouger un peu les choses. Maintenant, quand on n'a pas ce bloc, je doute très fort que cette opposition peut avoir une ambiance populaire, mais dans le fond, les choses seront déplacées beaucoup plus vite pour pouvoir donner le second tour au président Tshisekedi. Nous sommes presque à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Professeur, bien avant donc de rentrer dans les conclusions, qu'adviendrait-il si le président Tshisekedi remporte encore une fois les élections et où donc le cas contraire se présentait, où par exemple l'opposition par chance remporte les élections, c'est ce que je voudrais dire. Oui, ce que tout le monde regrette au Congo, c'est que les 5 années qui sont passées ici n'ont pas été mises à profit pour mettre fin à la guerre ou aux tueries à l'est du pays. Le président Tshisekedi, il n'a pas fait ça pendant ces 5 années. Et c'est ça que tout le monde regrette. Il aurait pu le faire. Il avait le moyen de le faire. Mais il a multiplié le voyage à l'étranger. Il a fait 666 voyages à l'étranger. Ce qui fait presque la moitié de son mandat. Il a passé à l'étranger dans des voyages. Plutôt qu'il y a des coins du pays où il n'a jamais été. On le connaît, on l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Pourtant, il est resté 5 années au pouvoir. Donc, il aurait pu faire ne fût-ce qu'une fois le tour du Congo pour rassurer les Congolais
et marquer l'unité nationale. L'unité nationale, ça se passe autour justement des hommes politiques comme lui, comme le président de la République. Il est le garant de l'unité nationale. Et un garant de l'unité est celui donc voilà, qui met tout le monde ensemble. Or, ça n'a pas été ainsi. Lui était là plutôt, il avait un groupe où il a un groupe qui est autour de lui, sur qui il compte. Mais il n'y a que sur ce groupe-là qu'il compte. Et le reste du pays, ben, ce n'est pas son affaire. Donc, c'est déjà cela. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cela qui va se renforcer ou pas? Ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il va changer? Mais je vois mal qu'il puisse changer. Qu'il fait confiance à ses collaborateurs qui, dit-il, l'ont amené au pouvoir et non pas au peuple congolais comme tel, parce que le peuple congolais, pour lui, ce n'est pas. Mais maintenant, est-ce que le peuple va les lire? Est-ce qu'il sera nommé comme on l'a prétendu? Voilà, que pour l'élection dernière, qu'il avait été nommé à ce poste-là, plutôt que c'était son concurrent qui avait gagné les élections, que ce n'était pas lui. Est-ce que maintenant, ce sera la même chose avec tout ce qu'il a fait, le système qu'il a verrouillé? Ça pourrait être nommé de nouveau, ou bien s'il est de nouveau nommé, ça sera la même chose, donc ça va être encore la même situation. Mais je dis, ça se passera ainsi parce que malheureusement, l'opposition n'a pas pris la mesure de l'événement aussi important pour peser. L'opposition ne pèse pas sur cet échiquier-là. Donc, ce qui va se passer, c'est la même chose qui va certainement revenir. Donc, je pense que les mêmes problèmes vont de nouveau se poser. Je ne pense pas que la paix dans l'est du pays sera retrouvée sous son deuxième mandat. Il faudrait peut-être attendre le prochain président, peut-être à moins qu'il se ressaisisse vraiment et qu'il puisse maintenant travailler que pour le pays, rester au pays, assurer l'unité, travailler comme vraiment efficacement et surtout vouloir aller parce que le problème c'est l'armée. Pour lever une grande armée, le pays c'est plus de 100 millions de personnes. On peut lever même une armée d'1 million de personnes, bien équipées, bien entraînées et bien motivées, bien payées. Mais ils vont mettre la fameuse rébellion là en déroute en quelques jours comme l'ont fait comme l'a fait l'armée du Mali. Donc le Congo a les moyens pour le faire, mais il faudra le vouloir. Mais il faudra que maintenant qu'il puisse le vouloir, parce que durant son mandat qui vient de s'achever, qui est en train de s'achever, il ne l'a pas voulu. Autrement, il aurait arrêté cela, il aurait pacifié les pays, ce qui ne s'est pas fait. Donc, maintenant, est-ce que... Oui, donc je voulais te si par contre l'opposition arrivait quand même à arracher la victoire, et bon, dans ce cas-là, il faudra effectivement, dans ce cas-là aussi, il faudra que l'opposition puisse prendre ce problème de l'insécurité généralisée dans le pays comme étant un problème fondamental et qui puisse l'armée qui doit être une armée aguerrie, une armée qui soit bien outillée, qui puisse avoir des armes, qui puissent être bien entraînées et qui puissent être bien motivées pour mettre fin à l'insécurité dans le pays, assurer la sécurité pour tous les pays. Et ça doit être l'action primordiale et fondamentale de ce pouvoir nouveau s'il est exercé par l'opposition. Mais merci. Moi, je crois que... Merci, professeur Pinipini. Alors, Monsieur Koutoglu, nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion pour cette dernière partie concernant le Congo. Ok, ma conclusion concernant le Congo, je demande aux filles et aux fils du Congo de bien regarder leur leader et de choisir celui qui peut ramener le Congo dans le concert du panafricanisme africain, celui-là qui peut travailler pour son peuple et non pour les Français, les Américains et tout cela. Il faudrait que le Congo, qui est un vaste pays au niveau de l'Afrique, puisse produire pour ses filles et fils. Et là, c'est à partir de là où
la souveraineté vraie de l'Afrique va commencer. Et il faut choisir le candidat qui est capable d'aller acheter le F-16, comme le disait l'un des candidats, pour pouvoir barrer la route à ces petits bandits qui sont dans l'Est et qui sont en train de menacer tout un pays à cause de l'intérêt de certains qui sont dans leur bureau feutré quelque part en Occident. Il faut qu'on arrête tout cela sur la terre de notre Afrique. Et ce candidat-là, oui, je suis avec eux pour pouvoir trouver ce candidat et rester vigilant, très fort, debout, pour pouvoir arracher la victoire pour ce candidat. C'est ma conclusion. Merci à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Merci à nos invités de ce jour, Monsieur Classio Kutoglo, consultant politique aux États-Unis, et Monsieur Professeur Pinipini depuis l'Europe. Merci. Nous avons été également très honorés de la présence de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous aurez toutes les coupures de nos émissions sur notre chaîne YouTube, et n'hésitez surtout pas à nous envoyer donc vos suggestions et surtout à vous abonner, à partager avec les autres, surtout les autres communautés qui ont les portes ouvertes ici sur Afro TV. On se retrouve pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne suite de nos programmes sur Afro TV.